Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'ouvrir cette émission et je me présente, je m'appelle Zéphyr, je vais la présenter aujourd'hui. Tout d'abord, je dois vous dire que initialement nous aurions dû être diffusés sur une station de radio locale, mais que la pandémie en a décidé autrement. Ce podcast est le deuxième épisode de l'émission 10 années à vivre, émission dont le concept et le premier épisode ont été imaginés et produits l'an dernier par des membres de Gaïa. Je pense ici à Elora, à Marion, à Adela, à Teresa, à Marie et à moi. Nous reprenons cette année l'émission avec le groupe de l'Asso Gaïa, le groupe radio de l'Asso Gaïa, que je remercie déjà pour tout le travail qui a été accompli. Et aujourd'hui, comme vous le savez, l'émission sera consacrée à l'écoféminisme, car cette émission s'inscrit dans le mois écoféministe qui est co-organisé par Gaïa, Cactus et les Sans-Culottes, qui sont 3 assos de Sciences Po Toulouse. Cette émission va se diviser en plusieurs chroniques. Il y aura d'abord un moment d'actu, ensuite une présentation par Clarisse de l'écoféminisme, une présentation do it yourself, avant de se conclure par une bonne nouvelle écolo et une proposition de podcast à écouter. Cette émission elle a été construite, comme je vous le disais, par le groupe radio de l'Asso Gaïa et notamment par Victor, Noémie, Arthur, Eléa, Robin, Clarisse, Hélène et moi. Et comme je vous le disais, on commence tout de suite par la chronique des infos écolo qui est présentée par Noémie, Victor et Hélène. Merci Zéphyr pour cette introduction. L'actualité écolo, c'est un point sur l'actualité internationale, nationale et locale en quelques minutes. Et on commence d'abord avec un point sur ce qui se passe dans le monde en ce moment. L'IPBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, a publié un rapport le jeudi 29 octobre 2020 intitulé « Échapper à l'ère des pandémies ». Il est entre autres écrit à l'intérieur qu'il faut s'attendre à des pandémies plus fréquentes, plus mortelles et plus coûteuses que celles que nous avons traversées jusqu'à aujourd'hui. Il existerait en effet plusieurs centaines de milliers de virus présents dans la nature qui pourraient être transmis aux humains. La propagation de ces virus dépend en grande partie de la déforestation ou du commerce d'animaux sauvages. L'impact économique actuel des pandémies est 100 fois supérieur au coût estimé de leur prévision. Le rapport évoque également l'idée de taxer les activités à haut risque de pandémie afin de réduire les chances d'en déclencher de nouvelles. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site ipbes.net/pandemics. Fin octobre, les dirigeants de la Corée du Sud et du Japon ont annoncé viser la neutralité carbone d'ici 2050. Il s'agit d'une avancée significative, sachant que ces deux pays sont parmi les plus dépendants aux énergies fossiles. Pour ce faire, le président de la Corée du Sud, Moon Jae-in, a annoncé vouloir investir dans les énergies renouvelables et souhaite mettre un terme à la dépendance au charbon de son pays. Il faut pourtant savoir qu'au même moment, 7 centrales à charbon sont en construction. Alors que le 5 novembre 2020 était le jour où les États-Unis se retiraient officiellement des accords de Paris, l'élection de Joe Biden pourrait signifier un retour du pays dans ces accords conclus en 2015. Biden écrivait sur Twitter le 5 novembre « Aujourd'hui, le gouvernement Trump quitte officiellement les accords de Paris pour le climat. Et dans exactement 77 jours, un gouvernement Biden les réintégrera. » Il pourrait donc s'agir d'une des premières mesures du nouveau président à son arrivée à la Maison-Blanche en 2021. L'actualité nationale, c'est tout d'abord le plan de relance présenté par le gouvernement à la rentrée 2020 pour répondre à la crise économique provoquée par la pandémie du Covid-19. Le plan contient en effet 30 milliards d'euros pour la transition écologique. C'est une avancée importante, mais qui semble cependant insuffisante d'après les associations de défense de l'environnement et les experts scientifiques. Ces derniers pointent notamment du doigt le paradoxe de ce plan, alors que le gouvernement n'a pas hésité à aider massivement les secteurs de l'aéronautique et de l'automobile, deux secteurs particulièrement émetteurs depuis le début de la crise sanitaire. Les ambitions affichées du gouvernement pour agir face à l'urgence environnementale semblent d'autant plus avoir été mises à mal, alors que les propositions de la Convention citoyenne pour le climat semblent être abandonnées au fur et à mesure, notamment lorsqu'Emmanuel Macron a semblé remettre en cause le moratoire sur la 5G demandé par la Convention, refusant, d'après ses propos, le modèle Amish. Plus récemment, le vote de l'Assemblée nationale le 4 novembre autorisant la réintroduction des néonicotinoïdes, insecticides particulièrement dévastateurs pour les abeilles, a suscité la polémique. Les défenseurs de la loi disent vouloir protéger la filière sucrière française. Des parlementaires opposés au projet ont quant à eux annoncé avoir saisi le Conseil constitutionnel. De son côté, le groupe Laronce a mené diverses actions de dégradation matérielle visant à rendre impossible la vente des produits des grands sucriers qu'ils accusent d'être responsables de ce projet de loi.
Enfin, un recours pour inaction climatique visant l'État déposé par le désormais ancien maire de Grande-Synthe en janvier 2019 a été examiné par le Conseil d'État le 9 novembre, une première en France. Les conclusions du rapporteur public ont été jugées prometteuses par les requérants. En ce qui concerne les actus locales, vu que c'est un peu compliqué en ce moment avec le confinement, etc., on va vous parler du compost à Toulouse. En effet, il existe différentes alternatives pour aider les étudiants, et notamment le dispositif Récup Occitanie mis en place par la région. Il existe également des solutions mises en place par la métropole de Toulouse, ou encore par la ville de Toulouse, ou encore par l'association Les Alchimistes. Nous allons nous baser sur l'article Actu Toulouse pour vous parler de toutes les possibilités pour faire du compost à Toulouse. Alors, tout d'abord, il faut savoir que Toulouse Métropole accompagne ceux qui le souhaitent pour se lancer dans le compostage avec la mise en place de composteurs collectifs en pied d'immeuble. Il faut respecter plusieurs conditions pour pouvoir en bénéficier. Tout d'abord, le projet doit être porté par les résidents eux-mêmes qui en assureront ensuite la gestion, disposer d'un espace en pleine terre d'au minimum 5 mètres carrés et avoir l'accord du gestionnaire de l'immeuble pour pouvoir le mettre en place. Les modèles de composteurs qui sont proposés par Toulouse Métropole coûtent en moyenne entre 15 et 25 euros selon le modèle et Toulouse Métropole s'occupe de former les habitants à la pratique du compostage. À noter, des demandes de composteurs individuels à installer dans les jardins privatifs peuvent aussi être faites auprès de Toulouse Métropole. En ce qui concerne les jardins publics, il y a également des solutions qui ont été portées par des associations d'usagers. C'est par exemple le cas dans le quartier des 7 Deniers où depuis 2016, l'association Silicone Denier porte un projet de ce type avec 3 composteurs installés dans le jardin qui jouxte la place Job, utilisée par plus de 55 foyers. Enfin, il est également possible pour composter de faire confiance aux petits verres et d'acheter un lombricomposteur que vous pourrez placer directement dans votre appartement. Il peut être placé sur un balcon ou même dans un placard à l'intérieur du domicile. On peut y déposer ses épluchures et les lombrics se chargent de faire tout le travail. Ils vont digérer et transformer tous vos déchets végétaux en compost. Le petit plus, aucune odeur ne se dégage d'un lombricomposteur. On peut en trouver dans les jardineries, mais par contre, c'est un petit peu cher. Il faut compter entre 80 et 100 euros en fonction de la taille. Enfin, vous pouvez faire appel aux alchimistes. Chaque mercredi, l'association Les Alchimistes à Bellefontaine ouvre ses portes aux particuliers qui peuvent venir déposer leurs déchets organiques entre 14h et 16h30. L'association qui récolte aussi les déchets de restaurants d'entreprise et de restaurants, dont celui de Michel Saran, lance actuellement une opération de financement participatif pour financer un électrocomposteur qui doit leur permettre d'augmenter leur volume de collecte et la vitesse de transformation en compost des déchets. Pour déposer ces déchets organiques, rendez-vous chaque mercredi de 14h à 16h30 au parc de Gironi, chemin du Chapitre à Toulouse. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de faire votre propre compost pour aller vider moins souvent les poubelles de déchets normaux et pour moins polluer la planète. Donc c'est tout bénef en plus, c'est gratuit si vous avez la chance de pouvoir le faire dans votre jardin ou dans un jardin public. Et ça prend pas beaucoup de temps et puis en plus ça peut être l'occasion de rencontrer des gens. Voilà, compostez bien. Merci à vous trois. Maintenant, la parole est à Clarisse. Elle va nous présenter le sujet du jour qui se trouve être l'écoféminisme. Comme l'a dit Zéphyr, l'émission d'aujourd'hui s'inscrit dans ce mois de l'écoféminisme que les associations Gaïa, Cactus et les Sans-Culottes organisent. Bien sûr, il est impensable de commencer l'émission
sans définir le sens de ce concept. Ce sera donc un rappel pour certains et certaines, ou une découverte pour d'autres. Donc, l'écoféminisme, qu'est-ce que c'est ? Déjà pour commencer, nous utilisons le terme au singulier généralement, mais il faudrait dire les écoféminismes pour être plus correct, car les théories et pratiques qui sont sous-jacentes au concept sont très plurielles. Mais si on veut retenir une définition simple de l'écoféminisme, on peut dire qu'il s'agit d'un mouvement qui revendique la fin de l'oppression des femmes et de l'exploitation de l'environnement, intimement lié au sein du dualisme nature-culture. Cependant, c'est bien plus complexe que ça, alors je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer. L'écoféminisme, ça date de quand ? Eh bien, des années 70, et même si le terme a été inventé par la féministe française Françoise Daubonne, les mobilisations écoféministes ont principalement eu lieu dans les pays anglo-saxons de manière très variée. Et pourquoi cette naissance ? On peut dire que la naissance de l'écoféminisme intervient dans un contexte de double désillusion que ressentent les femmes à cette époque dans les pays occidentaux. La première désillusion est environnementale. À ce moment, les scientifiques commencent à alerter un peu tout le monde concernant l'extinction des espèces, les dégradations que subissent l'environnement. C'est aussi le moment de la publication du rapport Meadows, qui marque la première prise de conscience des limites planétaires et donc le paradoxe de la recherche de croissance économique infinie. La deuxième désillusion est féministe. Les femmes prennent conscience que l'essor du capitalisme ne les libère pas de leurs conditions, qu'il conserve le patriarcat et constitue même de nouvelles formes d'aliénation des femmes. Et non, Moulinex ne libère pas la femme. Les années 80 constituent les grandes années des mouvements écoféministes. L'activisme écoféministe prend des formes diverses, inventives et créatives. Jeanne Burger-Guttal a décrit différentes mobilisations écoféministes lors de sa conférence au début du mois, comme le Green Belt Movement, le mouvement Chipko en Inde ou les mobilisations de Greenham Common, et vous en trouverez de nombreux exemples dans la littérature. Ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, c'est le projet politique que l'on trouve derrière l'activisme écoféministe et qui peut se résumer autour du mot anglais « reclaim ». Reclaim, ça veut dire se réapproprier, et en particulier ici, se réapproprier ce qui a été utilisé pour asservir les femmes. Ainsi, les écoféministes reclaim un rapport renouvelé et valorisé à la nature. Cette dernière phrase me permet de faire la transition vers les fondements théoriques du lien entre écologie et féminisme. En effet, les femmes sont généralement symboliquement associées à la nature, et la nature aux femmes. Les femmes sont naturalisées et la nature féminisée. Ces associations se font le plus souvent à travers un mécanisme d'infériorisation, et c'est ce dernier que les écoféministes veulent se réapproprier pour redonner de la valeur à ce lien entre les femmes et la terre. C'est ce que l'on voit par exemple dans la réémergence de la figure de la sorcière, celle qui sait guérir avec les plantes, qui a la connaissance, le savoir et donc le pouvoir, pour le dire un peu synthétiquement. Mais l'idée clé à retenir concernant le lien entre les femmes et la terre, c'est qu'il existe une interconnexion de leurs oppressions. Les formes de domination sont reliées. Jeanne Burger-Guttal a pu donner 3 arguments concernant ce lien lors de sa conférence du 6 novembre. Le premier argument est d'ordre factuel, en soulignant que les dégradations environnementales touchent plus les femmes que les hommes, car la majorité des personnes pauvres dans le monde sont des femmes. 70% des personnes vivant avec moins de $1 par jour sont des femmes. Le deuxième argument est systémique. Le capitalisme est foncièrement patriarcal et néocolonialiste. L'économie visible repose sur l'économie invisible, le travail des femmes, des personnes racisées et l'exploitation des ressources naturelles. Le dernier argument est d'ordre symbolique et rejoint ce que je disais précédemment concernant l'identification symbolique entre femmes et nature dans l'inconscient collectif et dans une stratégie d'infériorisation bien évidemment. Mais Clarisse, tu nous as parlé de l'impact de l'écoféminisme dans le monde, mais quelle est sa place en France aujourd'hui ? Son influence est-elle la même que dans le reste du monde ? Et oui Zéphyr, bien que l'écoféminisme ait un grand succès dans les années 70 à 90, ça n'a pas vraiment pris en France à ce moment. Mais pourquoi ? Plusieurs facteurs sont intervenus et même si je vais évoquer certaines de ces raisons, je n'ai pas la prétention de toutes les évoquer, ni de dire que toutes les féministes en France pensaient cela à cette époque. La réception du concept en France a été freinée par l'imposant poids des Lumières, ainsi que de philosophes comme Kant, qui rejettent la religion, la superstition et l'irrationalité au nom du dualisme nature-culture. À ce moment, en effet, beaucoup d'efforts sont faits par les féministes pour dénaturer les femmes, car comme je l'ai dit plus tôt, c'est en les rapprochant de la nature de manière infériorisante que les patriarcats a pu asservir les femmes pendant des siècles. Ainsi, les féministes de ce moment rejettent ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui le mode de vie écolo, entre guillemets, ne voulant pas passer plus de temps aux tâches de subsistance qui sont faites exclusivement par elles. Cependant, aujourd'hui, on peut observer les frémissements d'une résurgence de l'écoféminisme en France depuis 2015, et plusieurs collectifs ont vu le jour suite à la COP21 à Paris. On peut citer des collectifs comme
pieds de biche, bombes atomiques ou encore les effrontés. Après vous avoir parlé de la naissance de l'écoféminisme, de ses fondements théoriques et des manières et lieux où il s'incarne, je voudrais aborder la portée de ces mouvements. On peut dire que l'écoféminisme cherche une troisième voie féministe. La première voie pourrait être définie comme celle de l'émancipation, en ayant pour modèle d'accomplissement les réussites masculines, c'est-à-dire en passant du côté masculin. On ne veut plus entendre parler de son corps, de ses règles, ni de faire la cuisine, pour caricaturer un peu. C'est le féminisme qui se rattache à Simone de Beauvoir, et au « on ne naît pas femme, mais on le devient ». La deuxième voie non plus ne correspond pas aux écoféministes, celle qui veut conserver la structure dualiste entre les genres, tout en renversant la valorisation du côté du genre féminin. Les écoféministes, elles, veulent une troisième voie. Elles veulent voir le schéma dualiste disparaître et veulent restructurer la problématique. Cela rejoint la volonté de reclaim, de réappropriation du monde par les écoféministes. L'écoféminisme ouvre aussi pour moi des réponses à l'éco-anxiété que beaucoup d'entre nous peuvent ressentir. Ces femmes ont conscience de la destruction écologique, mais décident de prendre le parti de la vie en cherchant à retisser, réparer et se réapproprier le rapport au vivant, plutôt que de céder à la facilité du cynisme. Merci pour ces explications et toutes ces pistes de réflexion. Mais l'idée dans cette émission, c'est aussi de vous proposer des choses plus légères, et Robin, Hélène, Arthur ont une recette do-it-yourself à vous partager. Moi, je vais vous parler de comment faire sa propre lessive avec une recette super facile qui marche à tous les coups, même si tu n'as jamais fait ta machine à laver tout seul. Mais avant de vous donner votre avis sur cette super recette testée et approuvée par la grand-mère d'Arthur et même par sa mère, je voudrais vous parler de l'impact environnemental des petits gestes écologiques au quotidien. Il faut savoir que si tout le monde était le meilleur écolo possible, cela diminuerait les émissions de CO2 dans le monde de 20%. C'est tout ? Oui, c'est bien tout. Il faut également savoir que 52% des émissions de gaz à effet de serre sont émises par les 1% les plus riches dans le monde, d'après le journal Le Monde. Ça paraît assez révoltant et on comprend bien que c'est pas avec des DIY qu'on va sauver la planète. Mais simplement, ils peuvent vous apporter de nombreux avantages. Je vais vous expliquer pourquoi faire sa propre lessive est important à travers 3 arguments. Que ce soit au niveau économique, sanitaire ou encore parce qu'il ne participe pas à la destruction de notre planète. Première raison, pour ta santé. En effet, chaque année, ce sont plus de 3 millions de tonnes de détergents destinés à la fabrication de la lessive. Agents de blanchiment, solvants, parfums synthétiques, ce sont autant de produits fortement allergènes selon une étude du magazine 60 millions de consommateurs. Et ce sont même des produits qui peuvent parfois être cancérigènes. Ces produits sont des tensioactifs synthétisés à partir des hydrocarbures ou de corps gras pétrochimiques. Je vous rappelle qu'on parle bien là de la lessive, c'est-à-dire un truc utilisé pour laver tes vêtements et qui donc est présent sur ta peau H24. À part si tu dors nu, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Il faut savoir également que c'est par ta peau que tu peux développer la plupart des allergies. Donc c'est important de ne pas mettre n'importe quoi dessus. De plus, les étiquettes de lessive restent souvent très floues en termes de composition. Même les lessives de grandes marques dites écologiques ne font que limiter les matières dangereuses dans leur composition. C'est ce qu'on appelle du greenwashing. Elles mettent leur paquet en verre et font croire à tout le monde que c'est écolo, alors que pas du tout. Elles ont juste diminué la nocivité de leur lessive, qui reste toujours toxique. La deuxième raison, c'est tout simplement pour protéger la nature. En suivant le cycle de l'eau depuis la sortie de notre machine à laver, en passant par la station d'épuration, puis dans les cours d'eau, les résidus de la lessive se retrouvent dans la nature et génèrent une importante pollution en diminuant l'oxygénation de l'eau et en perturbant l'équilibre des écosystèmes aquatiques. En effet, ces ingrédients ne sont pas du tout biodégradables. Ils stagnent en eau de surface, s'incrustent et sont ingérés par tous les organismes vivants présents dans les sols.
Ils nuisent donc considérablement à la vie aquatique et participent à la prolifération des fameuses, je vous le donne en mille, algues vertes. Il faudrait diluer l'eau de lavage environ 35 fois pour qu'elle devienne biodégradable. Vous vous rendez compte ? Et je ne parle même pas des déchets générés par les bidons de lessive en plastique. Enfin, au-delà de préserver sa santé et l'environnement, la troisième raison est pour économiser des sous-sous. Et oui, fabriquer sa lessive soi-même s'avère être très économique. On compte environ 1,50€ par litre quand tu fais ta lessive toi-même, alors que toi-même tu sais, une lessive industrielle coûte en moyenne plus de 5€ par litre. Et oui, si tu fais ta lessive toi-même, plus besoin de te balader avec ton bidon de lessive industrielle super lourd, traversant monts et vallées pour atteindre ton petit appart étudiant au 4e sans ascenseur. Et puis, qu'on se le dise, faire sa lessive naturelle homemade, c'est gratifiant. Il faudra juste apprendre à se détacher des arguments marketing auxquels nous sommes tellement habitués, tels que l'odeur du propre. Le propre doit-il avoir une odeur de parfum ? Vous avez 4 heures. Ou encore une texture onctueuse et nacrée qui brille plus que les lampadaires de votre ville à 5h du mat ? C'est une autre question. Ainsi, outre l'aspect économique, c'est aussi un choix de consomme-action. Le choix de ne pas donner son argent à des marques qui n'ont que faire de mettre la planète en danger et notre santé par la même occasion. Ok, mais alors, comment est-ce qu'on fait sa lessive soi-même ? Eh bien, vous allez voir, c'est très simple et c'est même assez rapide. Il vous faudra tout simplement 100 g de paillettes de savon de Marseille. Si vous n'en avez pas, vous pouvez râper votre propre savon, mais je vous conseille d'acheter des petits morceaux de savon déjà en morceaux, car ça vous fait gagner du temps et c'est beaucoup moins cher. Vous en trouverez dans les magasins bio. Ensuite, il vous faudra 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude et 3 litres d'eau. C'est pareil, vous pouvez trouver du bicarbonate de soude en magasin bio et l'eau, eh bien, j'espère que vous en avez chez vous. Pour faire la recette, il faut tout d'abord chauffer 2 litres d'eau et les verser dans un récipient suffisamment grand. Ensuite, vous y ajouterez les paillettes de savon de Marseille. Vous mélangerez avec une cuillère en bois jusqu'à dissolution totale. Et après avoir laissé le mélange reposer au frais, vous ajouterez le bicarbonate que vous mélangerez également. Après avoir laissé reposer une deuxième fois pendant 24 heures, vous pourrez enfin ajouter le dernier litre d'eau pour diluer votre lessive. Et voilà, c'est tout, c'est déjà fini. Enfin, si jamais vous n'avez pas le temps de faire votre propre lessive, sachez que certaines coopératives ou dans certains magasins bio, etc., vous pouvez en trouver qui soient réellement écologiques et qui est faite par des gens que vous connaissez ou des gens de votre ville. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus et à faire votre propre lessive. Vous pouvez même en offrir comme cadeau de Noël. Si c'est pas génial ça ? Un petit cadeau personnalisé qui fait plaisir. Merci à vous trois pour cette recette. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux à avoir le temps de la tester durant ce deuxième confinement. On s'approche de la fin de cette émission, mais avant que je la clôture en vous parlant d'un podcast, place à la bonne nouvelle du jour. Bonjour à tous. La première bonne nouvelle du jour va concerner les paillettes. Et oui, les paillettes, le saviez-vous que ces minuscules morceaux de plastique à usage unique mettent des centaines d'années à se dégrader et qu'elles sont l'une des sources de déchets les plus importantes, surtout pendant les fêtes ? C'est pourquoi la bonne nouvelle, c'est que Brut a annoncé qu'au Royaume-Uni, 3 géants de la grande distribution, dont la chaîne Morrisons, ont décidé de les retirer de leurs rayons cette année. Christine Brise, qui est directrice commerciale à Morrisons, a même spécifié qu'ils retirent paillettes, mais aussi plastique de leurs rayons de Noël, ce qui enlèverait, écoutez-moi bien,
50 tonnes de plastique. Ils ont décidé de la disparition des paillettes de leur magasin, et vous en ferez-vous de même chez vous ? Je vous propose que nous soyons pour un Noël magique, même sans paillettes. Vous savez, l'objectif zéro plastique, il est en marche, nos gouvernements commencent enfin à réagir petit à petit, avec des taxes sur les plastiques, des interdictions parfois. Ce n'est pas assez, mais nous pouvons agir nous aussi, collectivement, en rejoignant notre association Gaïa par exemple, mais aussi individuellement. Et pour cela, il y a quelques gestes simples à adopter, comme bannir les sacs, les bouteilles, les pailles, les couverts, les assiettes en plastique, tout ceci de notre quotidien. Des dizaines d'alternatives meilleures pour vous et pour la planète existent. Alors laquelle vous tentera le plus, dites-le nous. Et sans plus attendre, je passe la parole à ma partenaire. Poursuivons cette rubrique de bonnes nouvelles en parlant de réintroduction d'espèces. Il s'agit d'un des plus grands rapaces au monde dont l'impressionnante envergure avoisine les 3 mètres. Le vautour fauve, qui entoure le sommet des Grands Causses aveyronnais, a été réintroduit en ce début d'année 2020. Le travail des naturalistes ainsi que des bergers depuis 40 ans y a grandement contribué. Le régime de cet animal est, comme tout le monde le sait, nécrophage. Il se nourrit de carcasses d'animaux morts. Les bergers ont utilisé donc des carcasses de brebis décédées ou d'autres blessés pour nourrir ces grands volatiles afin de sauvegarder l'espèce qui était autrefois guettée par l'extinction. Cela contribue donc fortement à réguler la biodiversité puisque les animaux morts sont aussitôt consommés. Grâce au rôle de nettoyeur de rapaces, ils ne laissent en d'autres termes rien derrière eux. Il n'y a donc plus d'éléments pathogènes. Le vautour fauve, revenu plus fort que jamais dans le pays aveyronnais, a encore de beaux jours devant lui grâce à l'entreprise des scientifiques ainsi que des bergers. Partons du côté de l'Alsace avec un autre volatile qui a été réintroduit il y a 30 ans de cela. Il s'agit de la cigogne ou de l'emblématique livreuse de nourrissons. Elle a retrouvé sa place à Riedersdorf au sud de l'Alsace. Cependant, elle crée la confusion dans le village puisque la cigogne alsacienne a fait une trentaine de nids dans une commune d'à peine 500 habitants. Autour de la controverse de la cigogne, une seule idée est essentielle, sa réintroduction, ce qui confirme un bel optimisme. Même si c'est peu, on se dit qu'on avance peut-être dans la bonne direction et merci à vous de nous le faire partager parce que c'est vraiment bien de rester lucide sur la situation mais de prendre soin de soi et de ne pas tomber dans une éco-anxiété négative. Pour conclure cette émission, je vous propose quelques mots pour vous conseiller un podcast. Alors aujourd'hui c'est un podcast mais ça aurait pu être un film, un livre ou toute autre œuvre d'art ou tout autre média d'information. Aujourd'hui, c'est un épisode de la série Les couilles sur la table que vous connaissez sûrement. En effet, Victoire, qui a créé et qui présente ce podcast, en est à son 67e épisode. Elle a balayé pas mal de sujets féministes, notamment en questionnant la masculinité ou la sexualité. Mais elle a eu aussi de nombreuses discussions avec des penseurs et des penseuses de notre temps. Je pense à Didier Ribon ou Virginie Despentes. L'épisode dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le numéro 64 de cette série. C'est le dernier de la saison 3, il est sorti juste avant l'été, et si je vous parle de celui-là, c'est parce qu'il est en lien à la fois avec la présentation de Clarisse sur l'écoféminisme et sur la totalité du mois écoféministe. Cet épisode, c'est une discussion entre Victoire, normal, celle qui présente, et Jeanne Burgard-Goutal, qu'on a eu la chance d'avoir en conférence pour ouvrir ce mois écoféministe. Elles abordent les sujets traités par Jeanne Burgard-Goutal dans son livre « Être écoféministe, théorie et pratique ». Je pense que ce podcast peut vous permettre de comprendre un peu mieux les enjeux autour de l'écoféminisme pour pouvoir consciemment et efficacement, si vous y plongez, si vous en avez l'envie ou le besoin. C'est un bon moment à écouter, c'est un peu plus d'une heure de bonne humeur militante et radicale. Il est disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Et vous y découvrirez un peu plus en détail l'histoire du camp non mixte de Greenham Common, les pratiques écoféministes en France aujourd'hui, ou encore qu'est-ce que la danse libre grâce au mot de la fin de Jeanne Burgard-Goutal. Voilà, c'est ainsi que cette émission se termine. Elle a été réalisée en confinement par toute l'équipe de 10 années à vivre. Encore une fois, merci à elle et merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère qu'on se retrouvera très vite pour une nouvelle émission. Au revoir.